Vous le voyez à la télévision, vous l'entendez à la radio et aujourd'hui, il est ici à Louvain-la-Neuve dans Passe-moi le sel. Les étudiants de l'UC-Louvain accueillent l'animateur Adrien de Viveur. Bonjour Adrien de Viveur. Salut, merci de me recevoir, c'est cool. On vous reçoit justement pour un repas avec nous, 3 plats, enfin une entrée, un plat, un dessert. Et on commence tout de suite avec l'apéro. Qu'est-ce que vous prenez en général au bar? Moi au bar, je suis plutôt bière spéciale. Je suis pas trop alcool fort, donc moi c'est plutôt une bonne petite trappiste où j'aime bien découvrir aussi des bières que je connais pas. Et en Belgique, il doit y avoir des dizaines de milliers de variétés de bières, donc je suis assez curieux. En général, je demande un peu aux personnes qui sont là, enfin qui travaillent dans le resto, ce qu'elles ont l'habitude de servir et quelles sont leurs spécialités. Donc je me fais un petit plaisir. Pour le moment, on va commencer avec de l'eau. Mais... on va commencer avec de l'eau. Peut-être plus tard, des bières c'est ça. Déjà le plaisir de pouvoir boire un verre autre part que chez nous. L'exercice de baisser son masque à chaque fois. Oui, on peut pas faire santé, geste barrière. Non, on peut. On n'a pas encore touché. Ah tiens. Est-ce que vous revenez souvent à Louvain-la-Neuve Oui, je reviens souvent à Louvain-la-Neuve parce que j'ai pas envie de dire que je trouve cette ville jolie, mais par contre, je trouve qu'elle a une chouette âme. Et notamment, je viens souvent faire une petite balade autour du lac avec mon fils, qui a 2 ans et demi et qui adore rouler avec son petit vélo autour du lac. Donc, j'aime bien lui expliquer aussi l'histoire de la ville. Il y a 2-3 petits passages avec des petits graffitis près du lac qui sont sympas pour faire des petites photos. Oui, j'aime vraiment bien. Et puis, ça fait partie aussi de certains itinéraires à VTT que je fais. Quand je vais rouler du côté de Villers-la-Ville et tout, j'aime bien repasser par ici. Il y a des petits côtés un peu sympas au niveau de l'urban qui sont cool aussi. Donc, ouais, j'aime bien. Et ça te plairait maintenant, aujourd'hui, de pouvoir revivre encore une journée à Louvain-la-Neuve, faire partie de cette histoire justement de Louvain-la-Neuve? Avec la maturité que j'ai maintenant ou celle que j'ai quand j'ai tu décides. Les deux. Non, ouais, bien sûr, évidemment. Il y a vraiment, c'est ce que je disais, il y a une super âme à Louvain-la-Neuve. Il y a une chouette dynamique, une chouette philosophie. J'avais l'impression que j'étais un peu dans une période de transition entre cette adolescence toute pourrie qu'on a envie d'évacuer le plus rapidement possible et celle de la responsabilité du travail et de la famille. Et donc dans une sorte de bulle qui est celle de l'insouciance, de l'inconscience. Et chaque fois que je me promène ici, ça me fait repenser à ça en fait. Malgré le fait que la ville a quand même fort changé depuis 15 ans, il reste cette âme et cet univers un peu indescriptible pour ceux qui n'y sont pas passés, quoi. Et tu as coté ici quand tu étais à Louvain? Oui. Ouais. J'ai coté. Alors là, c'était ma volonté de coter un tout petit peu en dehors du centre, mais vraiment à la limite de la sortie de Louvain-la-Neuve. On était en fait en face du terrain de baseball. Donc là, c'était assez sympa parce que... Il n'existe plus maintenant, je suis désolé. Dommage, parce que c'est un chef sport, ça d'ailleurs. C'est devenu un terrain de hockey, ouais. Ok, c'est très bien aussi. Et en l'occurrence, là, on avait des appartements qui étaient un petit peu plus grands et donc ça nous permettait de pouvoir un peu sortir de cet univers très énergivore quand même qu'est Louvain-la-Neuve, mais en même temps de se retrouver entre potes et donc je trouve que c'était un bon mix. Et la vie en communautaire, elle te manque un peu maintenant? J'ai une chouette communauté à la maison aussi, avec ma femme et mon fils, mais oui, bien sûr, moi j'ai toujours été un adepte de l'habitat groupé et de vivre avec plein de potes et de jouer à des jeux de société jusqu'au bout de la nuit. Donc j'essaie de reproduire ça le plus régulièrement possible en vacances. Maintenant c'est un peu plus compliqué évidemment, mais oui, j'adore vivre en communauté, c'est quelque chose qui est un peu marqué dans mes gènes. Donc je suis issu d'une famille avec 2 sœurs, avec beaucoup de cousins, donc j'ai beaucoup l'habitude de ça. Et ici maintenant, en temps de Covid, est-ce que tu penses que tu l'aurais vécu un peu différemment justement cette vie en communauté? Je vous plains en tout cas. Ça c'est clair que même si vous faites très très bien ce que vous faites, ça doit être vraiment compliqué, je crois, surtout quand on arrive en fin de cursus comme vous, c'est-à-dire que vous avez vécu l'âge d'or entre guillemets des débuts où vous avez pu faire tout sans beaucoup de souciance, et là en même temps arriver à cette période-ci en fin d'études, je trouve que ça doit vraiment être très très difficile à gérer, que ce soit au niveau psycho mais aussi au niveau même physique, du toucher, de l'affectif. C'est des choses qui faisaient partie aussi de la vie du folklore de Louvain. On est avec les potes, on se fait des chouettes moments. Donc non, je crois que je pense que j'aurais fait partie des gens qui l'auraient très mal vécu et qui auraient sans doute eu quelques petites séquelles mentales et psycho aussi, parce que je sais à quel point c'est important, moi, de voir des gens, de papoter, de se prendre dans les bras, de faire la teuf, de faire du sport aussi, de contact notamment. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aurais très très mal vécu, je crois.
votre retour à Louvain-la-Neuve, c'est aussi l'occasion d'évoquer quelques souvenirs. Ouais. Est-ce qu'il y en a Aïe, un aïe, aïe. avec un prof du NIF qui vous a marqué particulièrement? J'ai adoré mes 2 années à l'EJL vraiment parce que j'ai retrouvé un petit peu l'univers que j'avais dans la petite école d'humanité dans laquelle j'étais, c'est-à-dire où on était vraiment considéré comme quelqu'un et pas spécialement comme un numéro au fond de l'auditoire, parce que c'est souvent comme ça qu'on métaphore en fait l'UNIF. Ici, je trouve qu'à l'EJL, de manière générale, il y avait une vraie prise en charge, un vrai accompagnement individuel. Je pense que les profs nous parvenaient à très très rapidement nous cerner et de savoir vers quel chemin il fallait nous diriger pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne en management maintenant aussi, c'est-à-dire de vraiment aller chercher chez chaque personne ce dont on a besoin et de pouvoir créer des équipes comme celle-là. J'ai l'impression qu'à l'EJL, il y avait vraiment cette volonté-là. Et donc le JL, l'école de journalisme L'école de de journalisme, Louvain. oui, je n'ai pas précisé. Ouais. Est-ce que ça a été une vocation, le journalisme, ou est-ce qu'il aurait pu y avoir autre chose? Oh, ça, c'est très compliqué. Non, je pense que ma vocation première, elle est vraiment dans les soins de santé, de manière générale, que ce soit au niveau infirmier ou médecin. En tout cas, tout ce qui est dans l'urgence, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours, depuis que je suis tout petit, très fort excité. J'ai tenté ma chance de ce côté-là aussi avant d'arriver en journalisme à Louvain. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait certains éléments qui ne me correspondaient pas, mais c'était plutôt dans la dynamique de travail et dans la reconnaissance que malheureusement ce plus beau métier du monde n'a pas, l'infirmier. Et du coup, je me sentais un peu frustré par rapport à ça. J'étais peut-être encore en quête de reconnaissance un peu plus générale. Et donc, je me suis plus dirigé vers du journalisme qui était plus une passion qu'autre chose. J'ai toujours lu plein de journaux, j'ai toujours adoré l'actu, j'ai toujours fait des journaux chez moi quand j'avais 6 ans avec un petit enregistreur. Et donc, c'était plus une passion qu'autre chose. Et finalement, j'en ai fait mon métier. Maintenant, je suis moins journaliste qu'avant, mais en tout cas, travailler dans les médias, c'est quelque chose qui me passionnait et qui m'intriguait. Et donc, voilà, c'est peut-être pas carrément une vocation, mais en tout cas, je prends mon pied tous les jours au boulot et je remercie fameusement tous les gens qui m'ont entouré pour pouvoir y arriver, parce que c'est chouette de pouvoir tous les jours se lever en se disant « Ah, je suis content de les bosser ». Donc, voilà. Et alors aujourd'hui, on vous reçoit aussi, vous allez voir, on va vous servir quelque chose à manger tout à l'heure. Et de la bière trappiste ou pas? Et de la bière trappiste, vous verrez aussi. Ah, okay, cool. Mais imaginons un instant qu'on aurait fait l'inverse. Si nous, Donatien et moi, on était venus manger chez vous, Ouais. qu'est-ce que vous nous aurez servi? Moi, je suis très sectaire dans ma cuisine, donc je ne suis pas vraiment... Je suis pas spécialement curieux par rapport à tous les nouveaux produits qui existent sur le marché, etc. Donc j'ai mes petites spécialités, mais dans mes petites spécialités, j'aime bien y ajouter des petites touches. Donc j'aurais peut-être commencé par une petite paille feuilletée chèvre avec des petits morceaux de pommes. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire et que j'estime faire convenablement, avec un peu de miel et tout à la fin. Je trouve ça assez bon. Et puis alors, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour des petites côtes d'agneau avec un petit gratin dauphinois et des petits mange-tout, des petits haricots. Ça, j'aime bien préparer. Comme dessert, alors là, justement, hier, j'ai été chercher les premières récoltes de fraises de Wépion. Donc là, je propose une petite glace avec des fraises de Wépion. Ouais, elles sont super bonnes. Et donc voilà, ça, ce serait sans doute ce que je vous préparerais si vous venez manger à la maison. J'espère pouvoir vous inviter un jour. Pour le moment, ce n'est pas vraiment d'actualité, mais voilà. Et si maintenant, on irait tous ensemble à une terrasse, quel est the place to be? À Louvain-la-Neuve et dans le monde entier. Terrasse à Louvain-la-Neuve, moi j'aime bien la terrasse, je ne sais pas si ça existe encore, du Longitude. C'est le petit resto qui se trouve pas très loin de là où j'habitais en fait, et où il y a des terrains de tennis juste à côté. C'est vraiment dans le haut de Louvain-la-Neuve, mais c'est pas très student, c'est plus un truc pour les gens qui bossent et le petit lunch le midi. La terrasse est très sympa. Un peu à l'écart aussi. Moi j'aime bien de temps en temps être un peu en dehors de toute l'agitation. De temps en temps ça me fait du bien, même si je suis le premier agitateur au monde. J'aime bien de temps en temps en sortir. Et alors la plus belle terrasse du monde, et ça je vais pas communiquer l'endroit où elle est, parce que sinon il va y avoir plein de monde, ça va m'emmerder. Mais c'est un petit spot qui se trouve à 1000 bornes d'ici, il faut faire 3 heures de bateau pour y arriver, et c'est juste divin, c'est du côté de la Bretagne. Voilà. Okay. Je n'en dirai pas plus. Mais là, c'est là où je me sens. Là, j'enlève mes pompes, je me mets pieds nus, je prends mon journal L'équipe, je me prends ma petite chope, et là, je suis le plus heureux du monde. Ça donne envie. Ça manque un peu tout ça. Hein. Ça me manque, mais j'y retourne dans 2 mois, donc j'espère. Si... Mais les bars en général, ça a manqué. Ouais, je ne suis pas spécialement un grand consommateur de bars. En revanche, moi, ce qui me manque plus, c'est effectivement le rassemblement. Quoi. Ouais. Donc, moi, je suis plus pour des trucs à la maison ou chez des potes dans les jardins. Mais oui, effectivement, c'est vrai. Il y a plein de fois où quand je fais mes rides à vélo, où je passe devant un petit café, je me dis, je me serais quand même bien posé là. En fait, souvent, on se rend compte que ça manque quand il n'existe plus, alors que quand c'est là, c'est vrai qu'on se dit, c'est tellement habituel. Et puis, quand c'est fermé, c'est vrai qu'on se dit, flûte, c'est vrai qu'un petit verre là, ça aurait été sympa. Mais c'est
suis pas spécialement un grand adepte de terrasse de manière générale. Ok. Plus alors lié au sport. Après La fameuse troisième mi-temps. mi-temps. Exactement. Et du coup, les restaurants aussi, ça vous manque ou c'est dans la même veine? Ouais, les restos, ça me manque aussi. Mais en fait, c'est vraiment de temps en temps, quand je me dis, tiens, j'ai un rendez-vous professionnel ou un truc, je me dis, ah, c'est vrai que c'est dommage, on aurait pu se faire un petit resto pour en parler. Mais je dois reconnaître quand même que c'est pas spécialement le truc où je me dis le soir avant de dormir, oh, flûte, j'ai pas de resto demain. C'est pas un truc qui me manque vraiment cruellement. Je dirais, c'est plus. Ah ben voilà, justement. Justement. Désolé de vous interrompre. Non, pas de souci. Du coup, Je préfère qu'on m'amène ça à moi. mais du coup, Nathan va vous présenter ce qu'il a préparé pour l'entrée. Cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes amis et à mes collègues ce qu'ils mangent le plus pendant qu'ils sont étudiants. Du coup, j'ai un peu révisité. Bonne idée. Du coup, ça ici, c'est des pêches au thon. Ok, super. Ouais, ça, c'est le truc scout. Voilà. Mais c'est un petit attaqué de thon avec des pêches et une mayonnaise de sriracha. Ok, bonne idée. Et ça, c'est des pâtes pesto. J'ai rajouté un peu de ricotta. J'ai fait un pesto maison et j'ai mis des tomates et un peu de... Génial, bien vu. De légumes. Voilà. Effectivement, c'est les deux plats branchés du Colruyt qu'on peut manger. Ouais. Adrien, un de vos projets du moment, c'est l'émission radio La Grande Forme. Ouais. Alors ça tombe bien, est-ce que vous avez peut-être un conseil santé pour nos étudiants? Des conseils santé pour les étudiants, il y en a plein évidemment, parce que là on entre en période de blocus, donc forcément il y a pas mal de choses à mettre en place pour pouvoir étudier correctement. Alors, les conseils santé que je vais donner, c'est pas ceux que j'ai appliqués, parce que moi j'étais un piètre étudiant, c'était une catastrophe au niveau de l'organisation de mes blocus et tout. Mais par contre, on sait maintenant de manière assez scientifiquement prouvée que le magnésium est vraiment hyper important pour la mémoire et que donc c'est toujours bien de faire une petite cure de magnésium quelques semaines avant de commencer à étudier, parce que comme ça le corps se remet un peu en place. Et donc, voilà. Je ne suis pas médecin, hein, donc je donne juste des petits conseils que j'entends à gauche à droite dans l'émission. Et puis forcément le sport et s'aérer, ça c'est quelque chose que moi je préconise particulièrement parce que j'en ai vraiment beaucoup besoin, surtout quand je dois me concentrer par la suite. Et donc je dirais une petite cure de magnésium, bien se fixer des moments, 2-3 moments par jour pour aller prendre l'air, et dans ces moments-là en faire au moins un où c'est un petit peu plus sportif, faire un peu de jogging et tout. Je pense que c'est vraiment l'idéal. Donc voilà. Mais c'est ce que j'en... C'est une bonne idée d'ailleurs du sujet pour début du mois de mai, là, mi-mai, de faire une petite retaper un peu sur le clou pour donner des conseils à tous les étudiants avant de commencer cette période compliquée. Il y a peut-être aussi des étudiants qui ont les troubles de l'attention, et avec ou sans hyperactivité. Et comment toi tu peux donner des... Est-ce que tu as des conseils pour que justement faire de ce TDA un allié plutôt au niveau études? Au niveau études, mais aussi au niveau de la vie personnelle. Ok. Ouais. Disons que moi, la première chose que je pense qui est vraiment essentielle de faire quand on a des petits soucis, que ce soit des soucis d'attention ou d'autres problèmes 10, la dyslexie, la dyscalculie, enfin tous ceux qu'on connaît maintenant, c'est déjà de ne pas le cacher, quoi. C'est d'en parler. Je pense que c'est vraiment important de l'assumer. C'est difficile, ça met peut-être du temps parfois à l'extérioriser et à expliquer à quel point ça complique les choses dans la vie courante. Mais je crois que le fait de pouvoir mettre un nom dessus et de pouvoir le partager avec les gens avec qui on travaille, avec qui on vit, c'est important parce que ça permet d'équilibrer en fait les relations. Les autres personnes vont comprendre un peu comment vous fonctionnez, et donc ça permet peut-être de parfois éviter les clashs qui peuvent exister. Et puis il faut toujours essayer de voir le verre à moitié plein. Il y a plein d'avantages à être par exemple TDAH, c'est-à-dire qu'on est très créatif, c'est-à-dire qu'on est très dynamique, c'est-à-dire qu'on bouge dans tous les sens et qu'on a beaucoup d'idées, quoi. Et donc moi j'essaye d'exploiter ces idées un maximum, que ce soit au niveau professionnel mais aussi au niveau privé. J'essaye de stimuler tout le temps la famille à faire plein de choses, à aller à gauche à droite. Il y a souvent quelqu'un qui me dit « Oh, calme-toi, on va se poser un petit peu, ça va faire du bien pour tout le monde ». Et tu penses que l'université aide assez les étudiants, ou en tout cas toi à l'époque, ou bien est-ce que tu as des retours d'étudiants actuels qui ont ce genre de troubles? Est-ce qu'ils ont une aide assez… Oui, en tout cas, il y avait un travail de sensibilisation qui était fait. Maintenant, je reviens à l'EJL, comme j'expliquais tout à l'heure. Là, il y avait une vraie prise en charge individuelle, et je pense que même si on n'en parlait pas, je pense que les profs se rendaient compte des différents tempéraments et des différents caractères et des différentes problématiques qui existaient au niveau de l'apprentissage notamment et de la concentration. Et j'en veux pour preuve, c'est que là, j'ai écrit justement un ouvrage sur le TDAH dans lequel j'ai fait intervenir Benoît Grevis, qui est le directeur de l'EJL, et qui explique à quel point ils avaient cerné mon personnage sans que moi-même je m'en rende compte. Et la manière dont ils m'ont drivé en fait, dans le choix des différents stages,
dans la manière dont j'évoluais moi au niveau de mes études. Donc je pense qu'il y a vraiment effectivement un côté très humain, en tout cas au sein de l'EJL. Je n'ai pas testé les autres unifs par rapport à ça et par rapport à une prise en charge qui est quasi individualisée. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé à pouvoir terminer mon cursus, parce que ce n'était pas gagné d'avance évidemment quand on a des problèmes d'attention, et surtout quand, au-delà de ces problèmes d'attention, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte, l'impulsivité, le fait de vouloir tout faire tout rapidement, de ne pas prendre le temps de réflexion. Quand on veut devenir journaliste, c'est quand même assez compliqué comme trait de caractère. Mais là, il y a eu un vrai encadrement qui m'a permis de pouvoir trouver les bonnes pistes et les bons chemins, quoi. Chouette. Vous l'avez dit, vous en parlez également dans votre livre. Ouais. Quels ont été les retours? Est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnus ou peut-être qui ont été... Ouais, moi j'ai beaucoup pleuré en fait, mais vraiment, hein, quand j'ai reçu des messages, mais par centaines en fait, de parents qui me disent « Mais enfin, vous avez réussi à mettre des mots sur des situations très complexes qu'on vit à la maison », des profs aussi, des instits qui m'ont dit « Ah, mais c'est chouette » parce qu'en fait, l'objectif de ce livre, c'était vraiment de parler à tout le monde sans utiliser plein de vocabulaire et de termes techniques et médicaux. Donc moi, je voulais vraiment expliquer juste comment je vis, comment ça se passe, qu'est-ce qui m'a fait galérer, qu'est-ce qui m'a fait hyper sourire, qu'est-ce qui m'a apporté plein de belles choses. Et donc mon objectif, c'était juste de dire, voilà, ça existe. Il y a plein de petits outils, plein de petites combines qu'on peut mettre en place facilement, auxquels on ne pense plus parce qu'on est tellement dans l'énervement, dans le rush quotidien, du boulot, des trucs. Et donc, l'objectif, c'était vraiment d'aider, en fait, de dire, voilà, moi, j'ai mis ça en place, ça. Essayez chez vous, peut-être que ça a marché, peut-être pas, mais ce qui vraiment, moi, me touche énormément, c'est qu'il y a plein de parents qui me disent mon enfant a besoin que je lui lise un chapitre le soir avant d'aller dormir pour qu'il se sente compris. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de retours, pas du tout à ce que ce trouble soit autant peu connu, méconnu dans la société actuelle. Il y a quand même quasi 100 000 enfants qui ont ce TDAH maintenant en Belgique. C'est énorme en fait. Et du coup, voilà, moi j'ai bénéficié aussi, j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de promos de ce livre auprès de tous les médias francophones, même en France aussi. Et ça m'a vraiment permis de dire, voilà, il y a un outil là, utilisez-le. Parce que mon livre, en fait, c'est plus un outil, quoi. C'est vraiment une boîte à outils. Utilisez-le, essayez de trouver les trucs qui peuvent vous intéresser ou pas. Et depuis, j'ai donné aussi beaucoup de sortes de conférences dans les écoles aussi, avec des associations de parents qui ont envie de faire évoluer les choses. Et donc, voilà, c'est pour moi vraiment un chouette retour. Parce que j'ai eu aussi un super moment avec Caroline Désir, qui est la ministre de l'Enseignement, avec qui on a vraiment parlé... très cash de tous ces problèmes, de ce qui manque dans les écoles pour pouvoir faire évoluer les choses. Et elle était très à l'écoute de tout ça. Elle a lu le livre attentivement. Donc, j'ai l'impression, à ma petite échelle, de pouvoir faire un peu bouger les lignes. Et c'était important pour moi. C'est un peu une mission que j'ai, voilà, que je me suis mis dans ma tête pour les enfants qui vivent dans ces situations parfois un peu difficiles. Dans cette boîte à outils, est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez nous partager ? Il y en a plein, hein, donc forcément, j'ai parlé tout à l'heure du sport. Moi, ce que je pratique vraiment beaucoup et ce qui est très étonnant, et je m'étonne tous les jours de pouvoir le faire, c'est de la méditation de pleine conscience. C'est un truc dont on parle encore assez peu pour le moment, mais qui est vraiment hyper bénéfique pour des gens qui sont hyperactifs, qui ont des mouvements dans tous les sens, qui ne savent pas tenir en place. Et donc, ça me permet vraiment de me focaliser entre 5 et 30 minutes. Je peux choisir un peu ma programmation. Il y a des applications qui sont très bien faites pour ça, notamment celle de Petit Bambou qui est vraiment cool. Et donc, ça permet de se refocaliser sur son intérieur, de faire un peu d'introspection, de repasser, de se rendre compte qu'on respire et qu'il y a des bonnes manières de respirer et des très mauvaises manières de respirer et que dans la vie actuelle, dans le monde actuel, on respire beaucoup trop vite, on ne fait pas du tout attention à ça et que le fait de se recentrer sur sa respiration permet d'ouvrir plein de portes qu'on n'ouvre pas, de se refocaliser sur des sensations qu'on ne ressent plus non plus parce qu'on a besoin de courir dans tous les sens tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de passer plusieurs steps, que ce soit au niveau de ma vie privée, mais aussi au niveau de ma vie professionnelle, et puis au niveau sportif aussi, parce que voilà, je fais un peu de compétition en tennis, et la méditation de pleine conscience m'a permis de passer quelques caps. Ouais. Tu passes beaucoup de temps à faire du sport dans ton temps libre. C'est bête, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? En fait, le sport, c'est assez marrant, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais comment est-ce que tu arrives à faire du sport alors que tu n'arrives pas à te concentrer ?» Et donc, en gros... c'est une des caractéristiques du TDAH, c'est quand on fait quelque chose qu'on adore, il y a une hyper-focalisation qui se fait, j'en parle beaucoup aussi dans le livre, et qui fait qu'en fait, on est focus sur un seul truc et ça marche super bien pendant parfois plusieurs heures. Donc moi, j'ai réussi à trouver effectivement quelques sports qui me passionnent vraiment et dans lesquels je parviens à libérer toutes les contraintes et tous les stimuli extérieurs de mon cerveau et de pouvoir me focaliser uniquement sur ce truc-là. Donc ça, dans un premier temps, ça me fait vraiment du bien et au moment où je le pratique, c'est vraiment très chouette. La deuxième chose, c'est que ça me fatigue. Et en fait, moi, j'ai besoin d'être fatigué pour être
efficace. Parce que quand je suis trop pile électrique, ben, ça va dans tous les sens. Et donc, je ne suis pas efficace au niveau professionnel, mais même aussi dans ma gestion quotidienne de la famille, quoi. Et donc, en gros, ça me permet de m'épuiser un peu, de décharger un peu mes batteries. Et je vais être plus efficace, plus calme, je vais dire plus sensé en fait dans la manière dont je vais agir. Et puis la troisième chose, c'est que c'est une vraie gymnastique en fait. Le fait de justement avoir des problèmes de concentration, être focalisé pendant 1 heure ou 2 sur une balle jaune, ça me permet vraiment de travailler des mécanismes dans mon cerveau qui sont un peu malléables et qui me permettent de se dire, ok, tu restes là-dessus, tu ne penses pas à ce qu'il y a dans ton sac, tu ne penses pas à la conversation que tu as eue avec ton boss 5 minutes avant et tu ne penses pas à la catastrophe que ça pourrait être de perdre ton match, parce que moi évidemment quand je joue un match de tennis, j'ai l'impression d'être sur le central de Roland-Garros. Et donc en gros, vraiment, c'est ces 3 éléments qui sont essentiels, vitaux. Si on m'enlève ça, moi, c'est terminé. On peut dire au revoir, quoi. Et avec la pandémie, le mais j'ai confinement continué aussi. à trouver tout ce qu'il fallait faire. Ouais. En fait, on n'a jamais été interdit de faire du jogging, jamais été interdit de faire du vélo. Le tennis, c'est revenu assez rapidement quand même aussi. Donc, globalement, moi, j'ai toujours été... j'ai même fait plus de sport encore pendant la pandémie qu'avant parce que forcément, tout était un peu à l'arrêt. Du coup, j'avais plus de temps pour faire du sport aussi quand tout le monde dormait à la maison. Donc, non, moi, en fait, cette période de confinement, moi, je l'ai adorée parce que j'ai pu faire plus de sport qu'auparavant. J'ai passé un temps fou avec mon fils que j'aurais jamais eu le temps de passer si jamais on n'avait pas été confiné. Donc, moi, j'ai adoré ce moment, vraiment. Ça m'a vraiment permis de me recentrer. J'ai écrit un livre aussi pendant le confinement. Donc, moi, j'ai trouvé ça très chouette. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui en ont souffert au niveau financier, au niveau mental, etc., bien sûr, mais pour moi, en tout cas, de manière personnelle, c'était un très chouette moment. Et en reparlant du livre, est-ce que c'était un besoin d'écrire ce livre? C'était quoi? Il y avait Pas du tout. En fait, c'est une maison d'édition qui m'a contacté juste avant le confinement. On ne parlait même pas encore de ce Covid. Personne n'avait encore jamais entendu parler du coronavirus. Donc, c'était vraiment quelques semaines avant que ça débarque chez nous. Et qui m'a dit, ce serait chaud d'écrire un livre sur le TDAH. Il n'y a pas encore vraiment de témoignages qui existent sous forme de livre. C'est plus des livres un peu plus scientifiques, techniques. Et donc je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que c'est pas bête ça. Et puis je me suis dit, mais moi, écrire un livre, je me rappelle de mon mémoire, c'était tellement horrible de devoir me concentrer, de faire des trucs. Donc j'ai dit, écoutez, voilà, c'est vous qui me demandez, essayons, on verra bien, quoi. Et en fait, je me suis pris au jeu, on a fermé tout quelques semaines après, donc j'avais quasi plus que ça comme hobby, entre guillemets, c'était d'écrire. Et j'ai adoré, c'était le pied, j'ai écrit ça en 3 mois. Et donc j'ai vraiment trouvé ça très très chouette comme expérience. Et effectivement, ça a été une vraie thérapie de pouvoir enfin exprimer tout, de pouvoir tout structurer, de pouvoir me rendre compte que je savais écrire un livre. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'important, c'est de pouvoir dire « Ok, tu peux y arriver ». Et puis j'étais en confiance parce que comme c'est la maison d'édition qui m'avait contacté, bah forcément il y avait une attente. Et donc j'étais moins dans le devoir de séduction de mes écrits. C'était plus vraiment un flux continu et c'était très très agréable à faire. Vous pourriez en écrire un deuxième? Ben, je suis en train d'écrire un deuxième. Donc, j'ai été directement, j'ai mordu directement à l'hameçon. Et donc là, je me dirige vers un ouvrage plutôt lié à un autre truc qui m'a complètement bouleversé, c'est la paternité. Et donc, je savais très bien que j'étais fait pour être papa depuis que je suis tout petit. Mais là, je vis dans un vrai bonheur depuis 2 ans et demi. Et donc, je trouve que c'est important de partager ça, mais surtout aussi important de donner la parole à beaucoup de papas qui se sentent souvent un peu incompris, un peu pas délaissés, mais en tout cas un peu en marge de cet univers qu'est la parentalité de manière générale, avec effectivement la maman qui est très présente. Et donc le papa doit trouver sa place, la place du papa évolue vachement depuis quelques années maintenant, et je trouve que c'est un sujet très intéressant, donc voilà, je m'y suis mis là, et c'est trié. En complément de ce livre, alors vous avez aussi lancé un podcast lié à la paternité, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bah alors le podcast, c'est quelque chose qui pour moi va marquer les années qui vont arriver maintenant, parce qu'on est dans un programme à la demande. On a vu que les plateformes comme Netflix, etc. étaient vraiment maintenant incontournables. Et donc je pense que les podcasts vont suivre le même chemin, si ce n'est pas déjà fait depuis quelques années maintenant. Donc il y avait d'une part cet outil qui, je trouve, est très intéressant parce qu'il permet d'être écouté notamment par des papas qui sont dans leur voiture pour aller au boulot, ou par des papas qui ont le temps pendant 1 heure d'aller courir et de pouvoir écouter un podcast parce que ça les motive. Donc cet outil-là était pour moi indispensable. Et puis le contenu, forcément, c'est la même chose, c'est de dire, ok, on est arrivé maintenant, je pense, à un moment où les papas ont envie de s'investir dans la santé de leur enfant, dans l'apport, dans l'accompagnement alimentaire de leur enfant, dans l'accompagnement affectif de leur enfant. Un papa, normalement, c'était le papa. Ici, voilà, il y a des papas qui deviennent des papas très câlins, qui l'ont peut-être déjà été depuis longtemps aussi, mais on sent qu'il y a quelque chose qui change, quoi. Il y a vraiment une volonté du papa de prendre beaucoup plus en charge le système éducationnel de manière très large avec son enfant.
Et donc, je trouvais que c'était essentiel de pouvoir le faire. Donc, dans ces podcasts, effectivement, on parle de l'alimentation, on parle des congés de paternité qu'on peut prendre aussi. C'est en train d'évoluer. On explique qu'il y a certains papas qui ont choisi de ralentir leur temps de travail pour laisser la place à la maman de travailler, la possibilité à la maman de travailler. Et puis alors, on évoque aussi, bien sûr, toute cette période qui est fantastique de la grossesse et de la place du papa dans cette grossesse. Et puis l'arrivée de bébé aussi, comment on fait, le premier bain, les premiers trucs qui peuvent paraître totalement incroyables quand on le vit. Mais voilà, je trouve que c'est passionnant et ça rejoint aussi beaucoup l'aspect santé qui, moi, est vraiment une passion, enfin, carrément une vocation aussi dans certains cas. Donc, ouais, j'aime bien cet univers-là. Et le podcast, c'est très chouette à faire, c'est un super exercice. Quand j'étais étudiant, moi, on ne parlait pas encore de ça, mais je pense que ça m'aurait vraiment bien plu aussi de pouvoir un peu exploiter ça. Je ne sais pas si ça existe maintenant, des cours de podcast. Mais on voilà. a l'occasion. Je pense que ça m'aurait vraiment bien plu parce que moi, j'ai toujours préféré la radio à tous les autres médias. Et donc voilà, je pense que ça m'aurait bien fait kiffer. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions, de livres sur la maternité, mais la paternité n'est pas trop représentée dans le paysage médiatique. Non, c'est marrant. Évidemment, en écrivant mon livre, j'ai un peu fait des recherches et tout ça. Je suis tombé sur 2-3 trucs, notamment un gars qui a écrit un livre « Je suis enceint ». Et donc, qui explique vraiment qu'il vit en fait exactement la même chose que son épouse. Et donc, ouais, c'est très interpellant parce qu'en fait, on a aussi l'impression... Enfin, moi, je m'en suis rendu... Un des constats que je fais, c'est que souvent, avant que mon enfant arrive, ou même quand il était arrivé, etc., je ressentais le besoin de parler à mes potes de ça, de ce qui se passait, du changement de couche. C'est très stéréotypé, mais j'avais besoin d'en parler. Et chaque fois, après 2 secondes, ça déviait sur « donne-lui une bonne chope pour qu'il dorme ». C'était toujours un truc, voilà, c'est le truc de mec, on n'a pas spécialement... Je me rendais compte qu'on n'avait pas spécialement cette faculté de pouvoir échanger sur des moments plus difficiles, sur des moments d'émotion, etc. Ça partait souvent sur des grosses blagues. Et donc, voilà, je me dis que c'est important de pouvoir aussi donner aux papas la possibilité de pouvoir pleurer quand ils ont envie de pleurer, de pouvoir l'exprimer quand ils ont envie de l'exprimer, et de pouvoir mettre en place éventuellement des échanges avec d'autres papas sur certaines thématiques, sans qu'on passe pour des gens qui ont perdu leur virilité. Moi, j'aimerais parler d'un petit truc. Tu es peut-être au courant que maintenant, il y a les étudiants qui ont peut-être un certain mal-être avec la crise. Ouais, toi, tu as dû, à mon avis, rencontrer aussi, comme tu l'as dit, des difficultés pendant tes études. Ouais. Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui, justement, maintenant, en plus de ça, et donc on leur prive voilà, ils n'ont plus de vie sociale, maintenant ils n'ont plus de cours en présentiel et peut-être qu'ils ont des échecs. Tu as des conseils toi, pour rebondir C'est vraiment pas évident et je comprends, enfin je me rends bien compte à quel point ça doit vraiment être des situations difficiles. Maintenant, moi je pense que le plus important, et je crois que c'est ce qui m'a vraiment moi permis d'arriver à la fin de mon cursus, c'est que j'ai appris à bien me connaître en fait. Et je crois que c'est vrai que c'est difficile pour le moment de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir aller boire des verres, de ne pas pouvoir voir les potes et tout. Mais c'est peut-être le bon moment justement pour se dire, tiens, en fait, est-ce que je ne ferais pas déjà un premier bilan? Après, je ne dis pas qu'il faut commencer à tout écrire et à se dire, est-ce que j'ai réussi ou raté ma vie? Mais plus de se dire, j'en suis où? Pourquoi j'en suis arrivé là? Physiquement, comment je me sens? Est-ce qu'il y a des choses où j'ai envie que j'ai envie de faire un peu évoluer au niveau physique? Est-ce que j'ai envie de faire évoluer des choses aussi au niveau mental? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que je parviens à identifier les choses qui me réjouissent et qui ne me réjouissent pas? Et donc de se dire, ok, essayons d'en faire une force pour le moment, essayons de capitaliser là-dessus, essayons de faire monter le côté performance, entre guillemets, mentale, puisque j'ai le temps de le faire, puisque je ne suis pas soumis à plein de stimuli, de sortir, de faire la fête et tout. Et donc je crois que ça c'est vraiment important, c'est d'aller écouter un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de soi et de se dire, ok, il y a des trucs qui vont me permettre de pouvoir avancer, de pouvoir être plus performant dans certaines choses. Quand j'utilise le mot performance, c'est pas du côté péjoratif, c'est plus de se dire, ok, je peux me sentir mieux, quoi. Et donc, je crois que ça, c'est important, c'est de prendre le temps un peu de s'écouter. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu boring, mais comme on n'a pas beaucoup le temps de faire autre chose. Et moi, la meilleure manière de m'écouter et d'essayer de me faire évoluer, c'est en faisant du sport, quoi. C'est en allant courir, c'est en faisant du vélo. Je me mets dans ma bulle et ça me permet vraiment de pouvoir me dire, ok, il y a certains trucs qui pourraient me faire avancer plus vite que d'autres. C'est une formule que vous adoptiez déjà pendant vos études? Ouais, mais inconsciemment. En fait, forcément, moi, pendant mes études, je n'avais pas ces problèmes de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voir du monde et tout. Mais en fait, moi, je parvenais à me construire à travers le regard des gens, ce qui n'est pas toujours très malin, mais c'est comme ça que moi, je fonctionnais. Et aussi à travers le sport, la vie en communauté, etc. Et inconsciemment, je me rendais compte des faiblesses que j'avais et des forces qui pouvaient me faire avancer, quoi. Maintenant, ici, en l'occurrence, c'est moins facile à faire. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on évolue, forcément, les relations sociales, elle diminue un peu parce qu'on devient papa, on travaille, on a moins l'opportunité de pouvoir faire la fête tout le temps et de pouvoir voir plein de monde. Et du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je parvenais à le faire de manière intrinsèque et en moi-même.
Et en fait, ouais, je pense que s'il y a moyen que les étudiants puissent rencontrer cette petite introspection, c'est une bonne idée, quoi. Du coup, le confinement, c'est quelque chose de plutôt positif là-dedans. Ce serait justement un exercice de plus pour soi-même se retrouver, se ressourcer. Oui, ben voilà, c'est ça. En fait, je rigolais aussi parce que l'autre jour, j'ai un pote que je croise justement qui vient déposer ses enfants à l'école et qui me dit c'est dingue, j'ai pris une semaine de vacances à Pâques dans les Ardennes. Je n'ai jamais autant kiffé de faire du vélo là-bas, c'est dément. Et en fait, ça, c'est un exemple parmi d'autres où on se dit, OK, c'est toujours génial de voyager aux quatre coins du monde, de faire plein de trucs, ça nous manque. Mais d'un autre côté, en fait, on ne se rend pas compte que parfois, juste à côté de nous, il y a vraiment des super spots, il y a des super endroits, il y a des chouettes endroits pour se poser, pour être tranquille. Et donc, parfois, je me dis, ce confinement, moi, il m'a permis de pouvoir me rendre compte qu'en fait, autour de nous, il y a des trucs, mais même au niveau des relations aussi, hein, je veux dire, moi, ça m'a permis de prendre du temps avec la famille, de reprendre des discussions, de remettre des débats sur la table qu'on n'avait pas spécialement toujours, de manière plus restreinte aussi. Donc, non, je trouve que c'est très facile de dire ça parce que moi, j'ai une situation confortable, j'ai gardé mon emploi, j'ai une famille avec qui ça se passe super bien, donc, mais je pense que ça peut permettre de trouver un peu plus de bonheur en essayant d'aller chercher des petits trucs auxquels on ne pense plus trop. Et donc voilà, à table. En fait. On revient vers vous pour les tapas du plat. Voilà. Ok, cool. Maintenant, j'ai repris un peu les deux choses qu'on mange le plus souvent à midi. Ouais. Un sandwich américain. c'est vrai. Donc, c'est un tout petit sandwich avec des steaks tartare. Parfait, bonne idée. Et ça, c'est un truc qui m'a donné quand j'ai demandé à tout le monde. On m'a tous dit qu'ils mangeaient tacos. Ah ouais, Moi, je mange pas souvent des tacos, mais du coup, j'ai fait des tacos aussi. Ouais, c'est vrai que les tacos, on en fait souvent aussi. Voilà. Merci, c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Et lui, il n'a pas le droit à manger. Ça arrive. Ah, ok. Ça arrive. Demain, Sinon, on partage. Ouais, c'est vrai. Eh bien, merci bien. Merci. Merci. Je propose qu'on déguste ça. Oui, avec plaisir. On se retrouve dans le salon pour le dessert. Ok, Ça va nickel, avec Parfait. plaisir. Eh bien, Adrien, on se retrouve maintenant ici dans le salon pour le petit dessert. J'aimerais qu'on parle aussi un peu de Viva for Life, Oui. parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà peut-être quel est ton rôle là-dedans et pourquoi ça te tient autant à cœur? Bah, en fait, ça me tient à cœur parce que quand on entend les chiffres, c'est un enfant sur 3 à Bruxelles, un enfant sur 4 en région wallonne qui vit dans des conditions de pauvreté. Donc c'est tout simplement absolument effroyable. On ne peut pas continuer à vivre dans des conditions comme ça pour ces enfants-là. Et donc forcément, moi, l'enfance qui vit dans la précarité, c'est quelque chose qui me semble totalement injuste. Donc voilà, ça, c'est très clair par rapport à ça. Mon investissement, il est très clair. Maintenant, par rapport à mon job de Viva for Life, moi, j'ai toujours voulu m'investir dans ce qui était les causes de manière générale au sein de la RTBF. Donc à l'époque, ça existe toujours, mais CAP 48, c'est vraiment la cause historique que la RTBF défend. Et donc de venir en aide aux personnes qui vivent avec un handicap. Après, Viva for Life s'est instauré aussi au sein de la chaîne. Et donc, ça me paraissait vraiment je dirais, une sorte d'obligation quand on travaille à la RTB de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice dans ce genre d'action et de cause. Et donc, dès que Viva for Life a débarqué, moi j'ai montré mon intérêt d'une manière ou d'une autre pour pouvoir participer au projet. Et en l'occurrence, dans un premier temps, on m'a proposé de présenter la quotidienne en télévision. Donc ça a commencé à Liège, effectivement. C'était une toute petite opération. On essuyait un peu les plâtres, mais c'était déjà vraiment on sentait qu'il y avait déjà une âme très forte qui s'installait parce qu'il y avait ce principe de cube installé au milieu d'une place. C'était quand même assez étonnant, assez original comme concept. Et donc ça a très vite fait plaisir aux personnes qui suivaient de manière générale la RTB. Et donc j'ai présenté la quotidienne télé pendant 6 saisons. Et puis après, j'ai montré mon intérêt d'être encore plus actif et d'être dans le cube, enfermé pendant 144 heures, pour pouvoir se relayer en radio et essayer de sensibiliser un maximum de personnes à aider les enfants qui vivent dans ces conditions-là. Et donc voilà, moi maintenant, ça fait, j'ai fait 3 années dans le cube, à faire des relais de 4 heures en radio et de pouvoir essayer de sensibiliser un maximum, vivre des moments incroyables de folie, des nuits dingues avec des soirées de fous furieux, puisqu'à l'époque, on pouvait encore se mettre à 40 000 dans un cube, il n'y avait aucun problème. Cette année-ci, ça a été effectivement un petit peu plus compliqué, mais il n'en reste pas moins que l'opération a vraiment été un vrai succès au niveau des dons
Et c'est déjà quelque chose qui t'intéressait quand tu étais aux études? Est-ce que tu étais déjà investi dans des assos En fait, quand j'ai évidemment été longtemps chef dans les mouvements de jeunesse, qui pour moi, c'est déjà quelque chose d'important au niveau du développement des enfants de manière générale, des adolescents aussi. J'ai très fort été sensibilisé aussi par la Ligue belge de la sclérose en plaques, parce que voilà, moi j'ai un proche dans ma famille qui en souffre, et donc je trouvais que c'était important de pouvoir là aussi apporter mon énergie, ma créativité de bon TDAH à bon escient, et donc pour cette œuvre-là. Donc quand j'étais étudiant, j'ai organisé notamment un festival avec tous des petits groupes locaux qui venaient jouer, donc ça permettait eux de les mettre un peu en lumière, et en même temps de récolter un peu d'argent pour la Ligue de la sclérose en plaques, donc c'était important pour moi de le faire. Et puis j'ai fait aussi un peu d'associatif et de politique dans ma commune à l'époque où j'étais pas encore, où je travaillais pas encore. Donc j'ai toujours eu besoin d'apporter un peu ma petite pierre à l'édifice dans plein de trucs différents, surtout au niveau sociétal, parce que je trouve que c'est important de le faire. Et donc voilà. Vous parlez des scouts, quel était votre totem? Alors moi, mon totem, c'est Suricate. Donc Suricate, c'est pour ceux qui connaissent le Roi Lion, c'est le petit Timon dans le Roi Lion. Mm-hmm. Donc voilà, le gars qui est toujours à l'affût, à gauche, à droite, ça c'est mon totem. Et alors j'ai un Kali qui ne me va pas du tout puisque c'est haute tension. D'accord. Donc j'aime beaucoup rigoler avec ça parce qu'effectivement là je crois que les chefs ont tapé dans le mille. Et donc voilà, j'ai adoré le scoutisme, c'est vraiment un truc qui m'a permis de m'émanciper à fond. Et justement, parmi les étudiants à l'UC Louvain, il y a aussi beaucoup de chefs scouts qui doivent composer avec les réglementations actuelles. Ouais. Quels conseils vous pourriez leur apporter? Je ne sais pas très bien où ça en est au niveau des règles. Est-ce qu'ils peuvent encore se rassembler ou pas? J'imagine oui. C'est des groupes de 10 pour les enfants et ça va grandir. Oui, c'est ça, en fonction du déconfinement ou pas. Mais de nouveau, je pense que l'important vraiment, c'est de se dire, OK, on est dans des moments où on est sans doute un peu moins, où on est moins sollicité. Profitons-en justement pour aller peut-être aller chercher la pépite chez chacun des animés qui sont là, auxquels on n'a peut-être pas toujours eu le temps de discuter avec eux. On sait que souvent dans ce genre de trucs, c'est des grandes gueules qui sortent du lot et ce sont eux qui s'expriment le plus souvent. Peut-être que dans les groupes plus petits, on a plus le temps d'aller chercher les petites pépites chez chacun parce qu'il y en a. Et donc de pouvoir composer d'une manière différente, de peut-être pouvoir créer des activités qui prennent plus en compte les enfants qui ont des difficultés dans certaines choses et qui ont plein de trucs à apporter auxquels on ne fait pas toujours attention quand on est dans une dynamique de groupe plus large. Donc prenons le temps de checker un peu ce qui se passe et de sonder un peu les enfants et les animés qui sont là pour se dire tiens, peut-être qu'on pourrait driver une activité plus vers ça ou vers ça, quoi. Et parmi vos nombreux projets, il y a aussi le Grand Cactus. Ouais. C'est une grande équipe, vous travaillez avec beaucoup de personnes. Ouais, comment est-ce qu'on fait pour trouver sa place aussi, C'est pas évident parce que c'est vrai que c'est une très grande équipe, c'est beaucoup de personnes qui sont ultra créatives aussi, très dynamiques, qui ont besoin tout le temps de proposer plein de trucs, et donc ça va très souvent dans tous les sens. Et souvent, quand on est quelqu'un comme ça, on a justement besoin d'être cadré pour pouvoir être efficace. Donc on a vraiment, et ça je n'arrête pas de le dire à toutes les personnes qui me le demandent, une productrice qui est ultra incroyable, hyper efficace, qui remet toujours l'église au milieu du village, qui calme tout le monde, qui parvient vraiment à prendre toutes les forces en présence et de les mettre ensemble pour créer un super produit qu'est le Grand Cactus. Donc je pense que voilà, il faut en tout cas avoir une très bonne relation avec la responsable de projet parce que ça permet vraiment de respecter son travail d'une part et puis de deux, de lui montrer aussi de quoi on est capable. Donc je pense qu'il y a vraiment un réel intérêt à travailler main dans la main avec la responsable du projet. Et puis de manière plus, je dirais plus individuelle, moi j'ai rapidement réussi à voir quelle place j'avais dans le projet, c'est-à-dire plutôt le garant du rythme pendant le plateau de l'émission et pas du tout commencer à m'impliquer dans ce qui est humour et dans ce qui est jeu de scène, etc. Ça, c'est pas mon job. Donc j'ai vraiment rapidement compris où était ma place. En fait, quasi en fin de parcours, puisque tout ce qui est créatif, tout ce qui est humour, etc., c'est plus de l'ordre de Jérôme, mon complice à l'antenne. Et donc lui, il va vraiment s'occuper vraiment du contenu. Moi, je m'occupe plutôt de la manière dont ça se passe en plateau pour que ce soit télégénique et qu'il y ait du rythme dans l'émission, quoi. Donc on a très vite chacun trouvé sa place. Donc ça, je pense que c'est vraiment une vraie réussite. Et c'est sans doute ce que les gens ont compris aussi en regardant l'émission, c'est qu'ils savent très bien qui fait quoi. Et effectivement, de manière plus large, toutes les personnes qui travaillent en coulisses et tout, il y a toujours eu un vrai respect de tout le monde. Il y a toujours eu vraiment, tout le monde a toujours été considéré sur un même pied d'égalité. Ça se tourne à Liège et il n'y a rien à faire à Liège. Les gens sont plus sympas qu'ailleurs. Donc forcément, ça crée une dynamique plus amusante, avec plus d'humour, avec plus de trucs. Ouais, je sais pas. Liège, c'est un univers magique pour travailler en fait.
Vous avez des émissions santé, mais aussi du coup des émissions humour. Ouais, ça peut paraître bizarre ça. Hein. Mais oui, et surtout c'est une polyvalence que vous avez sur vos émissions. Bah ouais, en fait, bon, alors c'est vrai qu'il y a débat, quoi. Il y a des gens qui disent, bah, il anime une émission d'humour, pourquoi est-ce qu'il fait de l'émission de santé? Il y a une sorte de perte de crédibilité, en fait, que ce soit au niveau santé ou au niveau humour. Et puis il y a d'autres gens qui se disent, bah oui, bien, bah pourquoi pas, en fait, parce que c'est vrai qu'on peut très bien rigoler, mais en même temps être passionné de santé, ce qui est mon cas. Et du coup, voilà, je parviens, je crois, à bien mettre les barrières de l'un et de l'autre. C'est cette variété en fait qui te rend bah oui, mais moi je fonctionne que comme ça. Et du coup, est-ce que tu as des idées par exemple pour quelque chose d'autre que tu voudrais faire en plus? En fait, une autre émission que tu aimerais lancer c'est une question qu'on me pose souvent, c'est de me dire ah tiens, qu'est-ce que tu voudrais faire encore dans le truc. Mais en fait, chaque fois je réfléchis parce que je me dis mais c'est bizarre, j'ai pas de réponse. Et en fait, je me rends compte que j'ai déjà fait plein de trucs quoi. J'ai fait The Voice pendant 3 ans où j'ai eu la chance d'être co-animateur avec Maureen. J'ai travaillé dans une émission qui était plus un talk sans chichi où on parlait de tout, on faisait de la cuisine. Là, on a embrayé sur la cuisine avec Gérald Watley. J'ai travaillé à la Tribune dans une émission de foot. J'ai fait Génie en web. C'était avec des étudiants pour c'est la suite de Génie en herbe. J'ai travaillé sur les projets des news pour faire du journalisme pour les enfants. Et donc en gros, j'ai déjà balayé plein de chouettes trucs qui m'ont vraiment hyper épanoui et j'ai l'impression de pas du tout d'avoir fait le tour, mais par contre d'avoir déjà exploité plein de secteurs qui sont vraiment très chouettes et très différents. Donc voilà, le podcast, je pense que ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir plus exploiter, aller plus en profondeur et pouvoir vraiment à la limite être un peu dans cette dynamique qu'a envie de développer la RTBF, c'est-à-dire être vraiment créer une vraie plateforme podcast et une vraie plateforme avec beaucoup de contenu sur plein de thèmes différents, quoi. Ça, je pense que c'est un peu le truc vers lequel j'aimerais aller plus tard. Okay. Est-ce qu'il y a un sport que tu vois beaucoup de VTT? Il y a un sport que tu n'as pas encore essayé que tu aimerais te lancer dedans? Tu parlais du terrain de baseball. Le baseball, c'est un truc qui me plairait bien. Ouais. J'ai jamais essayé, mais je suis très maladroit, donc j'ai très peur de blesser beaucoup de monde. Mais c'est un sport que je tenterais bien, effectivement. Après, j'ai toujours été très intrigué par le parapente aussi. Même si je suis quelqu'un qui déteste le vertige, je ne supporte pas l'avion. Mais le parapente, je ne sais pas, c'est un truc qui me titille, quoi. Donc ça pourrait bien être peut-être le prochain truc que je vais essayer. Chouette. Voilà. Et alors au niveau de l'écriture du livre, on en a un peu parlé tout à l'heure du processus d'écriture, mais est-ce qu'il y a aussi la lecture et d'autres livres dans votre vie? Oui, moi j'aime bien, je suis plus BD moi, parce que les livres, pour moi c'est difficile de lire un livre parce que c'est difficile de me concentrer, donc les livres c'est un peu plus compliqué, mais par contre les BD c'est chouette parce qu'il y a un univers aussi dans lequel je me transpose visuel qui me permet parfois de lâcher un peu le texte mais de continuer à regarder les images. Donc moi je suis plutôt BD, j'adore la collection Air Libre de chez Dupuis qui est vraiment pour moi un peu la référence en termes de BD. J'aime bien aussi parcourir les univers que je parcourais quand j'étais petit, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, là j'aime bien aussi, je connaissais pas ça quand j'étais petit parce que ça n'existait pas, mais je le transpose à mon fils, c'est Pico Bog, c'est un dessin très chouette d'enfant avec un chouette univers. Donc voilà, je suis pas du tout sectaire dans les BD, je lis un peu de tout. Et alors en termes de livres, je suis un grand fan de Joël Dicker. J'ai vraiment bien aimé tous les romans qu'il a écrits là. J'aime bien aussi, il y a un livre que je recommande à tout le monde, c'est Le Complexe d'Eden Bellwether. C'est un livre qui m'a un peu bouleversé parce qu'il est vraiment très chouette. Il est dans un univers un peu bourgeoisie londonienne et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là aussi. Donc voilà, je suis vraiment pas du tout, je suis pas catégorique dans mes choix. J'aime beaucoup plein, je touche un peu à tout. On a plein de livres à la maison. Du côté de chez mon épouse aussi, il y a plein de bouquins qui traînent. Donc dès que j'arrive quelque part, moi je prends des livres comme ça, j'en prends plein. Je les mets dans ma bibliothèque et puis c'est souvent quand je pars en vacances que je prends des livres. Et donc à ce moment-là, je prends ceux qui me plaisent et je les mets dans mon truc et puis je verrai bien. Mais ça m'arrive très régulièrement de lâcher des livres. Donc je commence et puis ça ne me convient pas. Et donc c'est difficile. J'ai du mal à trouver ce qui me plaît beaucoup. Tu parles de livres, tu parles de BD, tu parles de sport. Tu sais peut-être qu'à Louvain-la-Neuve, il y a beaucoup de quotas projets. Ce sont des collectifs d'étudiants autour d'un projet. Et il y a par exemple le Code BD, le CES Animation qui s'occupe aussi du sport, c'est ce tournoi. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as fait? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir à manger. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui était passionné de BD aussi, donc j'avais plein de BD à la maison. Et tu parles d'aller à ce code-là ou de faire de faire partie du projet, ouais. Ah ouais. Non, en fait, non. Et du coup, j'avoue que là, le fait qu'on soit en côte avec mes potes et tout, on n'était pas spécialement tenté d'aller voir ce qui se passait dans les quotas projets de manière générale. Et donc voilà. On avait nos projets à nous qui nous convenaient déjà très bien. Donc, c'est déjà très bien.
Bah alors, on espère que vous serez plus tentés d'aller voir ce qui se passe dans l'assiette. Ça a l'air, hein. C'est des crêpes, ça? Oui, Parfait. en fait, pour le dessert, j'ai demandé à mes meilleurs amis, ceux qui m'aident le plus souvent en tant qu'étudiant. Ok. Eux, ils m'ont répondu, enfin, un d'eux m'a répondu, les plats de ma maman. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un dessert convivial, Ok. plus familial. Et c'est pour ça que j'ai fait des crêpes. En plus, c'est un dessert qu'on fait aussi souvent dans bah tous les ouais. côtes. Et il y en a une qui est à la ricotta avec des pistaches. Ok. Et l'autre, c'est au mascarpone avec de l'eau de rose et des noisettes. Magnifique. Voilà. Mon Que appétit. demander de mieux? Eh ben, une bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Adrien, Merci merci à toi de t'être prêté au jeu. Bah, merci à vous de m'avoir invité, surtout, c'est chouette. Plutôt un gars. Hein. Fêtard. Première année pro. Louvain-la-Neuve. Adrien Papa. Bière. Santé. Oh, l'éternelle question. De regrets.